Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie Roy-Saint-Pierre, je suis pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. Aujourd'hui, on va parler de la contraception hormonale chez l'adolescente. Donc, j'ai le plaisir d'en parler avec deux de mes invités. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Janie Benoît, gynécologue. Je fais de la gynécologie pédiatrique ici au CHU Sainte-Justine. Et moi, je fais ma Ferreira, je suis pharmacienne au CHU Sainte-Justine aussi. J'ai le plaisir de travailler dans le département d'obstétrique gynéco. Je suis aussi professeure de clinique à l'Université de Montréal. Mais merci beaucoup de m'accorder ce temps-là ce matin. Ça va être un sujet super intéressant là, à discuter. En plus, suivant notre épisode là, sur la médecine d'adolescence, ça fait une belle continuité. C'est depuis quand qu'on parle de contraception dans On peut l'histoire? peut-être parler de la contraception avant que ça soit hormonal. Avant que ça soit hormonal, ouais. Ouais. Fait qu'en fait, c'est quand même intéressant parce que la contraception, tu sais, ça date d'il y a vraiment très longtemps, même dans l'Antiquité. Mais on s'entend que la contraception, dans ce temps-là, c'était vraiment pas ce qu'on pense de la contraception actuellement. Il parlait de la contraception. Bon, le principal, c'était comme peut-être le coït interrompu, donc donc le retrait, là, la technique du retrait, qui des fois est même utilisée encore de nos jours par certaines personnes. Mhm. Ils utilisaient des fois des plantes qui, pour eux, là, tu sais, ça les empêchait de tomber enceinte. Par contre, ça peut être vraiment toxique, donc ça peut quand même être très dangereux. Puis, il y avait des techniques un peu plus mécaniques qui sont quand même très drôles, là, tu sais, soit qu'ils sautaient après les relations ou qu'ils éternuaient, là, donc pour essayer de ne pas tomber enceinte. OK. Donc ça, c'était quand même très rudimentaire, mais ça date de Il y a l'Antiquité. très, très longtemps. Mais des fois, t'as peut-être juste une rhinite allergique. Pas nécessairement. Peut-être celle qui avait de la rhinite avait moins. T'étais moins enceinte. OK, c'est intéressant. Puis, mais ça fait pas si longtemps que la contraception hormonale existe. Ouais. Ça fait depuis le début des années 1960, donc depuis à peu près 65 ans. OK. Puis on a commencé avec la pilule en tant que telle, qu'on connaît, les comprimés, qui contenaient des estrogènes puis des progestatifs à des doses beaucoup, beaucoup plus élevées de ce qu'on utilise aujourd'hui. Puis c'est intéressant parce qu'on a mis sur le marché, ce que vous connaissez probablement, du 21 jours actifs, comprimés actifs, et 7 jours de placebo, de sans hormones. Les pilules de sucre, entre C'est guillemets, ça, là. exactement. Et ça, c'est intéressant, on en discutait. C'était pour plaire un peu à l'Église, plaire un peu à la population, où est-ce on cachait un peu le fait qu'on faisait une contraception et on gardait la femme un semblant de fertilité. Donc, en faisant le 21 jours et en 7 jours avec des saignements qui étaient comme des menstruations, on mimait un peu, j'imagine, la non-contraception. Ouais. Puis après ces 65 ans, là, ça fait 65 ans, après, on a mis sur le marché des produits qui ont beaucoup moins d'hormones, beaucoup moins d'effets indésirables. On a mis sur le marché des comprimés qui contiennent juste des progestatifs ou des dérivés de la progestérone. On a après développé il y a des anneaux, des teintes, des patchs, il y a des injections, il y a des stérilets de lévonorgestrel aussi sur le marché. Puis l'implant, dernièrement, je pense que c'est le dernier qui est arrivé sur notre marché canadien à nous. Hein. C'est ça, mais ça, dans la vie, Ça en fait, existait? il existe quand même depuis là, plusieurs années, là, OK, dans OK. les années 70, mais effectivement, au Canada, on a eu... Mais on a eu Il est leur venu, il plan. est reparti, Ouais, c'est ça. mais on a l'impression qu'il est plus nouveau. Ouais. Puis pourquoi il est venu, puis il est reparti, puis là, finalement, il est revenu Je me sur le souviens, je marché pense que du Canada. c'était 5 bâtonnets, je crois, puis il y avait de la cicatrisation. En fait, effectivement, initialement, il y avait plusieurs bâtonnets qui faisaient en sorte que l'implant était vraiment très difficile à retirer. Puis il y a eu aussi des implants qui étaient insérés beaucoup trop profonds, donc ça pouvait causer plus de complications. Fait qu'ils l'ont un peu retiré pour revenir avec un implant qu'on n'a pas le choix de mettre de façon très superficielle, puis ça, un seul implant qui est facile à retirer. Ah, super. Excellent. Mais ça fait qu'on Voilà, continue d'innover, dans le fond, dans le domaine de la on contraception. Mais, ouais, on n'a pas tout ce qui existe dans le monde. On n'est pas si choyé au Canada, donc, quand même. Non. Je pense qu'on pourrait avoir plus de produits, mais On a quand même plusieurs options. Intéressant. on a eu plusieurs options. Puis là, il y a de plus en plus des 24 jours actifs puis 4 jours Mhm. off. De plus en plus, pas juste des 21-7. On avait commencé à 21,7. On se rend compte que le 7 jours, c'est peut-être un arrêt un petit peu trop grand parce que si on oublie un comprimé ou quelque chose, là, on risque une ovulation. Donc, souvent, maintenant, je pense que les nouveaux, puis tout ce qui est nouveau puis ce qui va s'en venir, c'est du 24-4 si on veut garder ce semblant de saignement, de retrait. Mais la prise en continu est rendue très populaire aussi. Super.
Puis là, je continue là, dans le cas justement d'une amorce d'une contraception chez une adolescente. C'est quoi un peu les buts de la contraception? On a tous en tête le fait de ne pas tomber enceinte, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on pourrait prescrire la contraception hormonale. Ouais. Ouais. En fait, tu sais, je dis tout le temps, la contraception hormonale, c'est aussi un traitement hormonal, C'est hein. ça, Donc, ouais. tu sais, on parle de contraception, mais Mm. effectivement, ça peut être utilisé pour plein de choses. Dans le fond, les personnes vont l'utiliser pour, tu sais, soit traiter les douleurs menstruelles, les menstruations abondantes, le syndrome prémenstruel. Puis des fois, même, tu sais, d'un point de vue hygiène, tu sais, on peut essayer vraiment d'atténuer les menstruations pour plein de raisons. Donc, c'est important, effectivement, de parler, tu sais, avec les patientes, de dire, OK, il y a le but contraceptif, mais il y en a-t-il Mhm. d'autres objectifs que tu aimerais atteindre? Ouais. Ou des fois, il n'y a même pas le but de contraception, mais, tu sais, les autres objectifs peuvent être Mhm. Par désirés. exemple, l'acné, Oui, il y a ou aussi juste le l'acné, fait effectivement. peut-être même l'anémie prive, si on veut pas avoir trop de pertes sanguines. Ouais. Tout à fait. Très important. Parfait. Ouais. Puis c'est quoi un peu le counseling, tu sais, la première rencontre? Quels éléments en général tu abordes, tu sais, en termes justement des attentes, les préférences de la patiente? Ouais, effectivement. Tu sais, je commence quand même souvent par Mm. un questionnaire de santé parce que OK. des fois, effectivement, faut évaluer s'il y a des contre-indications à certaines Mhm. moyens de contraception, dont l'estrogène, par exemple. Mhm. Puis après ça, ben, j'essaie de vraiment établir c'est quoi les objectifs de la patiente. Donc, comme on vient de parler, la contraception puis les autres. Après ça, tu sais, je vois avec eux, est-ce qu'ils ont des craintes de certains effets secondaires Mhm. particuliers? Puis Parce ça, on qu'on en entend beaucoup, là. tout Ouais. à fait, puis c'est important de nous les connaître, puis de les aborder avec eux parce que des fois, ils vont pas oser les aborder. Mm. Ça va les arrêter là, de prendre certains moyens de contraception, de les utiliser. Puis après ça, ben, tu sais, je pense que c'est important de voir est-ce qu'ils ont une préférence pour des moyens de contraception de courte action, de longue action, ou ils ont-ils vraiment déjà quelque chose en tête? Tu sais, ils veulent une pilule, ils veulent, tu sais, donc Mhm. il y a différents modes d'administration, donc une voie d'administration. Donc, ils ont-ils déjà en tête qu'ils n'aimeraient pas la pilule parce qu'ils ne pensent pas être assez assidus par rapport à des longues actions ou, ben, des fois, c'est ça, ils le savent pas, puis ben, c'est avec nous là, qu'on fait la discussion, puis ils découvrent qu'est-ce qu'ils veulent. Excellent. Puis là, on n'a plus besoin de faire de tests gynécologiques au début, tu sais, à l'amorce d'une contraception. Non, Non, c'est ça. effectivement, tu sais, Mm. effectivement. Donc, ben, de un, ils Parce n'ont que pas ça peut besoin. faire peur, là. Tout Ouais. à fait. Ils n'ont Mhm. pas besoin d'être déjà Ouais. actifs sexuellement OK. pour commencer la contraception. Donc, ça, c'est Mhm. la première des choses. Puis, même s'ils sont actifs sexuellement, l'examen gynécologique est souvent pas nécessaire. OK. Effectivement, des tests de dépistage peuvent être indiqués, puis ça peut être aussi par autoprélèvement ou des tests d'urine. Donc, effectivement, faut pas tu sais, s'arrêter à aller consulter pour la contraception là, parce qu'on par crainte de l'examen gynécologique. OK, c'est bon, merci. Là, je me tourne vers toi, Emma, ma chère Mhm. collègue pharmacienne. Est-ce que tu veux un peu nous étayer qu'est-ce qui est disponible sur le marché? Parfait. On va Peut-être faire en un as petit parlé un inventaire. peu, là. Ouais. On parlait de courte action, longue action. On va Ouais. commencer par ceux qui sont courte action. Ben, Ouais. les plus connus, puis ça fait le plus longtemps qu'on est sur le marché, c'est les Mhm. comprimés. Il y a les comprimés qui sont combinés, donc qui contiennent un estrogène et qui contiennent un dérivé de progestérone, un Mhm. progestatif. Typiquement, c'est des 21-7, il y a des 24-7, des Mhm. fois utilisés comme ça, des fois utilisés en continu. Parfait. Puis, on a les avantages de ça, c'est les mieux connus. C'est facile à prendre, c'est un comprimé par jour. Et puis, il y a plusieurs formulations, donc on peut faire des ajustements selon les préférences. Hein. Tout à Puis, fait. c'est discret. On peut les prendre, on n'a pas besoin de le traîner avec nous. Le désavantage, c'est qu'il ne faut pas oublier de prendre. Donc, à chaque jour, il faut être assidu. Dans la même catégorie de comprimés, on a aussi des comprimés qui contiennent juste un progestatif. On a de la norétindrone puis de la drospirénone, qui est le dernier sorti sur le marché, Mhm. le Slind. L'avantage, c'est que, ben, on a encore les désavantages qu'il faut prendre un comprimé par jour, Mhm. etc. Mais un des avantages, c'est qu'il n'y a pas d'estrogène. Donc, ça peut convenir à certaines femmes qui ont des effets secondaires, des effets indésirables dus aux estrogènes ou qui ne peuvent pas en prendre à cause de Mhm. contre-indications. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Ensuite, dans les courtes actions, on a la patch ou Ouais. le timbre, Ouais. qui est à un timbre par semaine, qu'on change à chaque semaine. On peut faire aussi une semaine de 7 Mhm. d'arrêt.
L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le prendre à chaque jour. C'est quand même, donc on n'a pas besoin de penser comme un comprimé. Le Mhm. désavantage, c'est que, ben, c'est peut-être un peu moins discret. On le met sur l'épaule. Des fois, ça Mhm. peut être vu. Il y a de la colle. On peut être allergique à la colle. Puis, ben, c'est quand même, c'est très efficace comme les autres, hein. Il n'y avait pas de... Tu peux me rajouter des choses si jamais tu veux. Mhm. Après, on a l'anneau vaginal. Ça, c'est Mhm. intéressant parce que c'est une fois par mois, à peu près, aux 21 jours, 21, 28 jours. Maintenant, on peut Mhm. y aller plus que 21 jours. Puis on le change une fois par mois. Donc, c'est intéressant, pas besoin d'y penser, on le sent pas, c'est très discret. Le désavantage, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent un peu inconfortables à avoir quelque chose inséré au niveau Mhm. vaginal. Ça peut être ça. Puis, on a dans les courtes actions, un qui est depuis longtemps sur le marché, c'est l'injection de dépôt-médroxyprogestérone, qui est le dépôt-provera. C'est une injection intramusculaire, une fois ou 3 mois. Puis, ben, c'est discret, on n'a pas besoin d'y penser. Il faut penser à aller à son injection, par Oui. exemple. Puis, il y a quand même des fois eu une mauvaise presse, hein, pour la gain de poids, peut-être la diminution de la densité minérale osseuse, mais ça Mhm. reste quand même un produit intéressant, OK. puis qui est Puis à efficace ce aussi. sujet-là, au niveau osseux, est-ce qu'il faut prescrire de la vitamine D d'emblée ou du calcium? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont penchées là-dessus, puis il n'y a pas de Il n'y données a qui pas de disent données? que OK. que ça va faire quelque chose, mais ça plaît à l'idée quand quelqu'un qui prend pas beaucoup de Mhm. calcium, qui prend pas de vitamine D, ben je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais je pense pas que ça fait. Mais il faut savoir que cette densité minérale osseuse, l'effet est réversible quand OK. même à l'arrêt. Donc, Je pense qu'il faut prendre en considération tous les autres facteurs de oui. risque, hein, pour Mhm. Mhm. l'ostéoporose. Donc, c'est important, mais ça, en général, ça ne nous arrête pas de le prescrire. OK, Non, c'est ça. parfait, excellent. On a parlé de courte action, il nous Ouais. reste les longues actions. Les longues actions, on a ben, le stérilet de lévonorgestrel, j'ai de la misère à le dire, Dis-le Mirena 3 ou fois rapidement. Kilena, oui, c'est ça, ou le Kilena. Le Ouais. Kilena qui contient 19,5 mg de lévonorgestrel, Mirena 52. Au départ, le Mirena était commercialisé pour être changé aux 5 ans. Maintenant, on peut aller Mhm. même dans la monographie, jusqu'à 8 ans. OK. Ça reste 5 ans pour le Kilena, qui a une concentration moins élevée de lévonorgestrel. On a aussi dans les longues actions l'implant, qui est notre nouveau sur le marché, nouveau, pas Mhm. si nouveau, c'est pas si nouveau, qu'on met sous le bras, au niveau cutané. Puis au départ, c'était commercialisé pour être changé aux 3 ans. Maintenant, on est rendu à 5 ans. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est très efficace comme méthode. Je pense que les désavantages, comme toutes les méthodes qui ont des projets gestatifs, on a parlé, c'est les saignements imprévisibles ou non programmés. Donc, de saigner de façon spontanée, le spotting qu'on appelle. Mhm. Donc, ça peut être... mais on sait que ça peut diminuer avec le temps, mais ça peut être quelque chose qui, en début de traitement, faut aviser les OK, femmes qui vont avoir du super. saignement, puis là, on peut les aider à le gérer. Je Excellent. pense On qu'il a nous quand en même j'ai tout vraiment dit, hein? Je beaucoup de pense que choix. j'ai fait le Oui. tour. Ouais, Ouais. on a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Ça permet vraiment de faire avec la patiente, justement, un choix éclairé en regardant les objectifs, l'acidité, les préférences, profil d'effet secondaire que la personne craint. En termes d'efficacité, c'est assez bon de façon générale, n'est-ce pas? C'est assez bon, Mm. effectivement. Tu sais, quand on parle d'efficacité, on va voir dans les études qui parlent beaucoup de l'indice de Pearl. Mhm. Donc, c'est quand même important à comprendre c'est quoi l'indice de Pearl. Donc, dans l'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses par 100 femmes années utilisant cette méthode de contraception. Par contre, avec les patientes, en fait, c'est quand même rare que tu sais, que j'énonce l'indice de Mhm. Pearl. On y va beaucoup plus en termes de pourcentage d'efficacité, ce qui revient un peu à la même chose, mais à l'inverse. Donc, tu sais, Mm. on pourrait dire c'est efficace à 99 voulant dire qu'il y a une femme sur 100 par année qui va tomber enceinte avec cette Mm. méthode-là. Après ça, l'efficacité, ben, il y a l'efficacité parfaite et de Mhm. l'utilisation parfaite et l'usage typique. Je pense que c'est Mhm. important de vraiment y aller Mhm. avec un usage typique Ben parce oui. qu'en fait, ben, à part, tu sais, comme le parfait est quand même difficile à On atteindre, n'est là. pas dans une étude randomisée Non, c'est ça, contrôlée. sur ce parfait avec des pilules, Ouais. par exemple, là. Ouais. Donc c'est ça. Puis, je dirais que, tu sais, c'est sûr qu'il faut garder en tête que les longues actions, les méthodes contraceptives réversibles de longue action sont vraiment plus efficaces que les Mhm. courtes actions parce que justement, ça dépend pas de la prise ou de l'assiduité. Mhm. Donc, on va mettre l'emphase sur effectivement les implants, les stérilets qui sont efficaces à plus de 99
Par la suite, les injections de Depo-Provera, donc il est comme un Mhm. entre-deux, hein, tu sais, Ouais. puis des fois, je me pose la question, il est-tu longue action ou courte action? Il est Ouais. comme Oui, il est entre-deux comme aussi. entre-deux. Je pense qu'il est dans sa catégorie, donc il est efficace à 97%. Puis après ça, si on descend dans toutes les autres méthodes, là, tu sais, on les met quand même ensemble, là, pilule, timbre ou anneau vaginal, l'efficacité peut être à peu près à 92%. OK. Mais encore là, ben, ça dépend quand même beaucoup plus de l'assiduité, Mhm. donc ça peut être Ouais. variable. Mais c'est important d'en parler avec les patientes parce qu'effectivement, ben, si l'objectif, c'est de prévenir la grossesse, ben, c'est important de savoir Mais oui. l'efficacité de ça. Ouais. Mhm. Mhm. Puis tu sais, là, il y a quand même beaucoup d'informations qui est véhiculée sur les effets secondaires possibles des contraceptifs hormonaux. Là, maintenant que le premier choix idéal recommandé par les sociétés savantes, c'est des contraceptifs longue action. Ça peut vraiment faire peur, ça veut dire je vais avoir un dispositif en moi pendant 8 ans. Tu sais, j'entends notamment, justement, on en a parlé un peu, là, prise de poids, tu sais, il y a plein de peurs sur le cancer, etc. Comment t'abordes ça, le volet des effets secondaires? Fait que premièrement, tu sais, je dis tout le temps que c'est un effet secondaire possible, hein, Ouais, parce que donc OK. ça veut dire ça va pas nécessairement arriver. Mhm. Après ça, ben effectivement, il faut parler d'un peu de dire, ben ça dépend un peu des types d'hormones qui sont Mhm. dans le contraceptif, les doses. Mhm. Ça dépend aussi de la voie d'administration. Il y en a qui ont plus Tout à fait. d'effets que d'autres. Puis ça dépend de la patiente, puis Mm. comment qu'elle vit, puis tout ça. Puis je reviens un peu sur les stérilets. En fait, tu sais, des fois, j'entends souvent dire les patients dire, ben c'est ça, tu sais, je veux pas m'embarquer dans quelque chose de 8 ans, Ouais. mais en fait, c'est pas un contrat de 8 ans, hein. Tu sais, quand on le pose, on peut tout le temps le retirer. En petites lettres, c'est vous ne pouvez pas. Fait que, tu sais, c'est que dans le fond, c'est que, tu sais, la durée maximale Ouais. est 8 ans, mais c'est pas un contrat de 8 ans. Fait que, Ouais, je comprends. effectivement, souvent, je les rassure en disant, ben, tu sais, on en essaye un. Tu sais, c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de l'essayer, tu sais, d'un bon 3 à 4 mois minimum Mm. pour vraiment faire en sorte que certains effets secondaires vont passer avec le temps. Donc, le corps va s'habituer, va s'adapter Mhm. après, en fait, quelques jours, quelques semaines. OK. Puis pour voir un peu le profil plus sur du long terme. Puis s'ils n'aiment pas ça, bien effectivement, on peut changer, puis on voit qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, tu sais, comment leur corps réagit par rapport à ce qu'ils OK. utilisent. Puis si une femme veut tomber enceinte, quand on enlève le stérilet, c'est réversible rapidement. Très rapidement. Donc, Puis en c'est fait, pas un contrat de 8 ans, C'est pas pas de un contrat de grossesse. c'est ça. Puis Ouais. même, il faut faire attention, parce que si elle a eu des relations sexuelles non protégées, là, dans la semaine ou deux avant de le retirer, Mhm. ils peuvent tomber enceinte sur la relation avant de l'avoir retiré. Fait que là, Ah, c'est quand même quand même, intéressant, ouais. là. Mais effectivement, c'est très réversible, là, d'un point de vue Mhm. fertilité, là. Dès qu'il arrête, il tombe enceinte. Le seul bémol, c'est vraiment le Depo-Provera. Des fois, il peut y avoir un petit délai pour OK. le retour à la fertilité. Super, excellent. Puis, sinon, il y a en termes d'interaction, là, quand on ajoute ces médicaments-là au profil, qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il y en a beaucoup, en fait, des interactions Je avec pense des... que le message, c'est qu'il n'y a Non? pas tant d'interactions que ça avec les OK. contraceptifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certaines personnes spécifiquement qui prennent des médicaments qui peuvent avoir des interactions. Soit quand on ajoute le contraceptif, ça peut avoir un effet sur certains anticonvulsivants. Je pense à la lamotrigine, par exemple, Mhm. ça peut diminuer son effet. Ou quand on ajoute un anticonvulsivant qui est inducteur enzymatique, donc qui Mhm. augmente le métabolisme, on pourrait avoir une diminution de l'effet des contraceptifs. Puis après, ben, il y a certaines autres catégories qui sont peut-être moins utilisées dans la population, mais quand même qui sont présentes, les antirétroviraux. Il peut y avoir aussi des produits de santé naturelle. Donc, je pense que le message, c'est pas si courant, mais si on commence un nouveau médicament, puis on n'est pas sûr, on demande au pharmacien, on vérifie les interactions. Puis c'est toujours, je pense que c'est toujours une bonne, que ce soit un produit de santé Oui. naturelle, un produit en vente libre, quelque chose qu'on a eu prescrit, c'est toujours un bon réflexe de vérifier les Tout à interactions. fait. C'est de bonne garde d'aller poser la question. Mhm. Maintenant, je vous amène vers un peu des cas un peu plus cliniques, tu sais, des situations un peu ambiguës, ou juste pour démystifier certaines croyances ou des mythes là, qu'on entend parler, parce qu'il y en a Mhm. beaucoup, les informations qui véhiculent. Là, par exemple, j'ai une adolescente de 16 ans qui veut commencer un contraceptif hormonal pour diminuer notamment son acné, puis elle veut pas tomber enceinte avec son petit copain. Là, le counseling a été fait en bonne et due forme, mais là, elle a vu sur les réseaux sociaux plein de choses, puis là, elle veut revenir Mm. sur des points qui lui ont généré des questions. Là, il y a beaucoup... Là, finalement, elle n'est pas sûre de commencer parce qu'elle a peur de la prise d'hormones. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Fait que, tu sais, il faut voir
pourquoi elle a peur, tu sais, c'est Ouais. comme la prise d'hormones, mais encore, tu sais, Mais quelle encore. partie qui Ouais. fait peur? Tu sais, moi, souvent, tu sais, je rassure les gens de dire, ben, tu sais, Mm. on est des êtres hormonaux, hein, notre corps est plein d'hormones, puis effectivement, c'est une façon de prendre les hormones pour éviter l'ovulation, donc le pic de LH et tout ça, donc Mhm. c'est stabiliser un peu les hormones, mais c'est quand même, tu sais, des types d'hormones qui sont exactement comme leurs propres hormones. Mhm. Puis, ben, tu sais, il faut voir aussi l'objectif, tu sais, est-ce qu'on les Mhm. prend pour aucun objectif par rapport à, on le prend pour un certain objectif Mhm. précis. Donc, tu sais, il faut vraiment Mhm. voir avec eux, c'est quoi l'objectif principal. Mais tu sais, mettons, des fois, ça va être ah, c'est pas naturel ou quoi que ce soit. Ça, tu dois l'entendre. On doit l'entendre souvent. Ou... Oui, après ça, ben, des Ouais. fois, quand il m'arrive avec cet argument-là, je dis, ben, c'est vrai que la nature, tu sais, voudrait qu'on ait beaucoup, beaucoup de grossesse dans notre vie. Fait que, tu sais, fait que dans le sens, c'est un peu de voir effectivement, tu sais, comme, mais tu sais, je pense que, tu sais, je pense que c'est de voir avec eux que, tu sais, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qu'on définit par naturel. Mhm. Puis effectivement, ben, tu sais, peut-être l'abstinence serait la meilleure méthode, tu sais, mais entre C'est guillemets, ça. mais c'est pas vraiment dans la Ouais, ouais. réalité, c'est pas une façon, là, tu sais, d'un moyen de contraception très réaliste. Mhm. Donc, puis tu sais, je pense que, tu sais, plus qu'on discute avec les patientes, plus qu'ils réalisent que, en fait, ben oui, c'est une discussion, mais on le prend souvent pour une raison précise. Je comprends. Ouais, OK. puis je pense qu'il faut regarder les sources, où est-ce qu'elles sont allées chercher cette information-là, parce Ouais. que là, j'ai regardé, il y a plein de vidéos et de trucs TikTok là, qui Ouais, là, nos parlent algorithmes d'hormones. vont être changés. Ouais, c'est là. ça. Non, mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut aller voir, c'est la source. Ça vient d'où ta source? On a parlé Ouais. tantôt de concentration d'hormones, qui, des fois, c'est des études qui datent de 40, 50 ans, où c'était Mhm. pas tout à fait les hormones qu'on Ouais. avait utilisées, ou Il y les avait des concentrations. grosses Il y avait des doses, grosses ouais. doses. Donc, il faut Mm. aller voir la source, d'où ça vient, où Mhm. elles ont entendu parler de ça avec leurs amis. Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Instagram? Je pense d'aller voir, puis d'essayer de démystifier tout ça. Ça doit Et être qu'est-ce quand qui même leur fait peur par Ouais, c'est rapport aux ça, hormones, c'est tu ça. sais, ouais. Mhm. Ouais. Parfait. Puis là, justement, elle aborde qu'elle a peur de prendre du poids. Tu sais, là, pour elle, c'est important, l'image corporelle avec Ouais. toute la société dans laquelle on habite. Fait que là, c'est quand même important pour elle. Puis ça serait un autre argument de son côté de finalement pas commencer Ouais. la Mais tu sais, contraception. moi, souvent, ce que j'aborde avec les adolescentes tu sais, qui me consultent, c'est de dire, ben en fait, tu sais, à 16 ans, effectivement, on peut prendre du poids de façon naturelle parce que ça fait Mhm. partie de la puberté. Puis, tu sais, j'encourage beaucoup les saines habitudes alimentaires puis de vie en Mhm. général. Fait que ça, je pense que c'est la première approche que je leur parle. Puis après ça, ben, c'est de dire que la plupart, en fait, le seul contraceptif qui a été démontré que 30% des personnes peuvent prendre du poids avec ce contraceptif-là, c'est le Depo-Provera. Encore là, ce que je leur dis, c'est qu'en fait, ça vient pas du poids, là, ça n'arrive pas de nulle part, c'est que ça augmente Mhm. l'appétit. Puis si on Mhm. mange plus, c'est là qu'on Mhm. prend du poids. Fait que souvent, juste de le dire aux patients, de dire ça pourrait augmenter votre appétit, donc faites attention à ce que vous mangez. Puis après ça, ben, on peut voir après 6 mois, par exemple, comment ça a été. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut continuer ou qui Mhm. finalement, tu sais, sont peut-être un peu trop affectés par cette augmentation d'appétit-là. Mais sinon, pour toutes les autres, là, tu sais, que ce soit pilule, timbre, anneau vaginal, stérilet, c'est pas démontré pour faire augmenter le poids. Mais c'est sûr que dans la vie, il y a des gens qui vont nous rapporter, oui, mais moi, j'ai pris du poids quand j'ai Ça. pris mon moyen de contraception, mais c'est de savoir, tu sais, est-ce que c'est une cause à effet, tu sais, est-ce que c'est vraiment le moyen de Mhm. contraception qui a fait qu'on a pris du poids ou c'est la vie en général, tu sais, d'autres choses dans nos habitudes qui ont fait qu'on a pris du Mhm. poids. Tout à fait. Tu voulais-tu ajouter quelque chose? Non. Non, Je parfait. suis d'accord. Puis sinon, elle se demandait, c'est quoi la limite de la prise en continu? Parce qu'elle serait intéressée de le prendre vraiment tout le Ça, temps, c'est sans faire les intéressant. périodes d'arrêt. Mais elle se demandait, ses amis, elles, pour reprendre entre guillemets leurs termes, elles flushent leur utérus. Et là, je mets vraiment des guillemets. Mais tu sais, elle se demandait après combien de mois elle devrait faire une pause pour justement initier un saignement. Intéressant. Mais Ouais. c'est de plus en plus connu, hein, la prise en continu. C'est intéressant. Tu n'as Ouais. plus de menstruation, tu n'as Intéressant. plus de saignement. Ça fait, je sais pas, une vingtaine d'années, trentaine d'années qu'on voit que c'est de plus en plus populaire. Puis je pense qu'on n'a pas besoin de flusher. Hein. Tu me diras peut-être le contraire. On n'a pas besoin, il n'y a pas de nettoyage qui a besoin d'être fait. Mais moi, ce que j'ai vu, là, ce que j'ai lu, ou qu'on voit en pratique, c'est des fois, ils commencent après une prise de 6 mois, 7 mois, ils commencent à avoir un peu de spotting. Je leur ai dit d'arrêter 3-4 jours. Puis de recommencer, C'est ça. puis il n'y a pas de limite. Dans le fond, c'est que tu sais, tout ce qui est hormonal combiné, il y a de l'estrogène. Donc, la partie estrogénique dans la pilule, effectivement, va créer des fois un certain épaississement de l'endomètre qui, des fois, après un certain temps, l'endomètre est assez épais. Donc,
je dis aux patients, des fois, ton corps te démontre qu'il faut faire un petit ménage, entre guillemets, mais en fait, c'est pas un ménage en tant que tel, mais c'est vraiment que l'endomètre est assez épaissi pour avoir besoin d'avoir un segment de retrait. Mais il n'y a pas de temps, Non, je effectivement. pense pas. Je pense que OK. des fois, je dis aux gens, par exemple, d'y aller progressivement, de peut-être combiner 2 paquets, donc, tu sais, 6 semaines d'hormones, après ça, 1 semaine off ou 4 jours off. Là, on Ouais, n'est c'est pas ça. obligé d'aller à 7 jours, là, mais et Ça s'oublie puis plus que c'est ça, exactement. Puis, tu sais, d'y aller progressivement. Puis après ça, des fois, les gens vont revenir puis dire, ah, ben moi, je tolère 4 mois, OK. par exemple. Puis après ça, OK. j'ai toujours besoin de faire un petit segment de retrait. Puis ça va prévenir le spotting qui perdure plus que 7 jours, parce que ça peut Ouais. quand même être Oui, désagréable puis c'est là, quand quand même ça dans les arrive. effets secondaires les plus fréquents. C'est OK. ça. Mais Parfait. je rappelle quand même, quand ça arrive, des fois, les gens Ouais. ont peur que ce soit pas efficace quand ils se mettent à avoir des Ouais, spottings. Ouais. ouais. Puis je leur rappelle que ça diminue pas en fait, le segment léger ne diminue pas Mhm. l'efficacité, démontre pas qu'il est pas efficace, c'est vraiment juste un effet secondaire. Donc, il faut les rassurer Ouais. aussi par rapport à ça, parce que s'ils voudraient juste le prendre en continu sans jamais arrêter, ça serait correct aussi. Mhm. Ouais. Puis en fait, c'est vraiment rassurant, justement, éduquer, s'informer. Puis là, quand on sait c'est quoi le spotting, puis on sait quoi faire environ, on appelle notre Mhm. pharmacien ou un autre professionnel de la santé, mais ça peut être rassurant à ce Mhm. moment-là. Excellent. Puis, maintenant, là, on est un peu plus de façon, bon, en termes de quelques mois. En termes d'années, là, tu sais, si on le prend pendant 8 ans, 12 ans, 15 ans, est-ce qu'on a des dangers à long terme de documenter, par exemple, sur le cancer du sein ou toutes les autres cancers? Fait que c'est tout le temps intéressant, tu sais, Ouais. parce que ça ressort beaucoup, là, effectivement, dans les Mhm. préoccupations, des fois, de nos patientes, ou même des fois des mères de nos patientes, tu sais, parce que si on le commence très jeune, tu sais, pour plein de raisons, que ce soit la Mhm. contraception ou d'autres objectifs, effectivement, est-ce qu'il y a des dangers à long terme? La réponse, en gros, c'est non. Puis qu'est-ce que les études nous démontrent? Donc, la première chose qui est quand même méconnue, c'est que dans le fond, la pilule, par exemple, va diminuer le risque du cancer des ovaires, cancer de l'endomètre et cancer du côlon. Donc ça, c'est vraiment Mhm. peu véhiculé, mais c'est vraiment important Mhm. à savoir. Après ça, effectivement, il y a certaines études dans les dernières années qui sont parues pour savoir est-ce que ça augmenterait le cancer du sein. Fait en risque relatif, ça peut sembler beaucoup, mais en risque absolu, tu sais, les études démontrent que oui, effectivement, si on utilise la pilule hormonale combinée pour plus de 10 ans, chez les jeunes femmes, là, en bas de 35 ans, ça pourrait augmenter le risque du cancer du sein. Mais le risque absolu, Très faible. c'est très, très Ouais, faible. c'est Donc, ça. c'est 1 sur 50 000. Mm. Donc, c'est vraiment, est-ce que c'est significatif? Puis, il y a tellement d'autres facteurs de risque pour le cancer du sein, Mhm. d'un point de vue, tu sais, boire de l'alcool, ensuite de ça, tu sais, Mhm. fait que, tu sais, je pense qu'il faut le mettre en perspective. Puis, effectivement, de l'autre côté, effectivement, d'avoir des grossesses et allaiter diminue le risque du cancer du sein. Donc, des fois, effectivement, est-ce que, tu sais, c'est vraiment un vrai risque, tu sais, en prenant la Mhm. pilule par rapport à, tu sais, tout ce qu'on peut prévenir plus tard, tu sais, Mhm. avec nos habitudes de vie. Je trouve ça bien que tu aies apporté ça parce que souvent, ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux, c'est le risque relatif. Puis Oui. on part avec le Tout à risque fait. relatif, puis là, après ça, on a ce chiffre-là en tête. Puis c'est ça qui crée un C'est peu, qui fait effet boule de C'est neige. sûr que si on passe de 1 sur 50 000 à 2 sur 50 000, on vient Ouais. d'augmenter On va de faire 2. fois deux. de fois Ouais. 2, c'est Ouais. ça. Donc, mais ça reste Mhm. très rare encore. OK. Ouais. Intéressant, Je merci. trouvais ça à long terme, tu parlais des effets à long terme, puis je pensais à la fertilité, parce que des fois, on a ça comme question, mais c'est sûr que si tu commences la pilule à 20 ans, puis tu la prends pendant 15 ans, puis à 35 ans, tu veux tomber enceinte, puis tu tombes pas enceinte tout de suite, c'est peut-être pas la pilule. C'est peut-être parce que tu as 35 ans. C'est Oui. ça, des fois, c'est ça. Mhm. Après, c'est facile de dire que c'est la Ouais. pilule ou c'est le Mais des fois, les contraceptif. médicaments, en fait, on observe que ça a le dos large, comme on dit. Oui, Là, Tout tu sais, à oui, fait. c'est ça. c'est facile de dire, ah, ben c'est ça. Mais c'est Mais ça. C'est il sûr y a qu'à tellement plein de 35-40 ans, variants, en fait. oui, c'est ça. Mm. Parfait, intéressant. J'ai un autre cas pour vous. Cette fois-ci, j'ai une personne de 15 ans qui vit avec de l'obésité, qui est connue avec un diabète de type 2, qui fait des migraines sans aura. Est-ce qu'il y a des contre-indications à amorcer une contraception hormonale? Ben, en fait, c'est intéressant parce que, tu sais, faut tout le temps le voir, c'est quoi nos risques, à Mhm. la contraception hormonale combinée. Donc, c'est effectivement ce qui est notre souci, c'est l'estrogène dans le contraceptif hormonal combiné. Donc, l'estrogène, on le sait que ça augmente légèrement le risque d'événements de thromboembolie veineuse. Donc là, c'est de savoir, OK, cette patiente-là qui est devant nous, Mhm. ben, à cause de son obésité, de son diabète de type 2, puis de ses migraines sans aura, est-ce que l'effet d'augmenter légèrement
son risque de thromboembolie veineuse avec l'estrogène, donc la pilule. Est-ce que, overall, c'est acceptable ou non, en fait, chez cette patiente-là, qu'il y a d'autres facteurs de risque? Ici, ce qui est vraiment protecteur, c'est son âge. En fait, à 15 ans, malgré l'obésité puis le diabète de type 2, son risque reste très faible. Ouais. Donc, effectivement, il n'y aurait pas de contre-indication. Pour le diabète, je pense que c'est important de dire, oui, le diabète, ici, c'est type 2, mais même type 1, le diabète en soi n'est pas une contre-indication aux estrogènes. Par contre, il faut voir est-ce qu'il y a des complications de son diabète d'un point de vue maladie vasculaire. C'est quand même très, très rare là, chez les jeunes qui ont des complications là, de leur diabète. Puis finalement, les migraines. Parlons des migraines. Donc, pourquoi qu'on parle des migraines avec les traitements hormonaux combinés? C'est qu'en fait, on pense à du faible risque d'augmentation des accidents vasculaires cérébraux, donc l'AVC. Puis, en fait, ce risque-là absolu est tellement faible que effectivement, on s'en soucie, mais plus ou moins. Ici, c'est migraine sans aura. Donc, il faut vraiment distinguer migraine avec aura ou sans aura. Donc, il faut savoir que le taux d'AVC chez une jeune femme là, est extrêmement faible. Là, on parle de l'ordre de 3 sur 100 000 femmes. Si la même patiente a des migraines avec aura, son risque va être un peu plus grand, même si elle ne prend pas la pilule. Donc, ça va être peut-être de 6 sur 100 000 À la base. à la base. Fait que là, on se dit, ben là, si on rajoute en plus de l'estrogène, les pilules ou quoi que ce soit, est-ce que ce risque-là, il reste acceptable ou pas? Fait que les migraines avec aura est une contre-indication absolue aux estrogènes parce que ce risque-là, ça va être augmenté à peu près de 20 sur 100 000. Ce qui reste quand même, en termes de chiffres, vraiment faible. Fait que ça reste que faut quand même avoir des discussions, mais officiellement, c'est une contre-indication absolue aux estrogènes. Fait que, revenir à cette patiente-là, migraine sans aura, il n'y a pas de contre-indication. Mais si tu étais devant elle, justement, puis là, tu vois tous ces facteurs de risque-là, sachant que les saignements intermittents vont être plus fréquents avec les progestatifs, tirer avec un petit peu d'estrogène, peut-être. Progestatif seul, oui, c'est ça. Si on progestatif seul, il y a beaucoup de saignements, risque de non-acidité, en tout cas, pas d'observance, elle se met à saigner 15 ans, elle va arrêter son contraceptif, donc tirer peut-être avec quelque chose qui aurait un petit peu d'estrogène. Bien, ici, elle n'a pas de contre-indication. Fait qu'effectivement, moi, personnellement, cette patiente-là, il n'y a pas de contre-indication, mais j'aurais aucun problème à y aller avec un estrogène progestatif combiné. Par contre, encore là, il faut voir c'est quoi ses objectifs à elle, puis d'avoir la discussion avec elle, mais je ne l'inquiéterais pas qu'elle serait plus à risque quand même de maladie thromboembolique. Ouais. OK. Comme tu dis, c'est son âge, mais si elle avait 25, 30 ans, peut-être qu'on penserait différemment. Oui, puis je pense que ça fait partie de la discussion, en fait. Je pense qu'il faut les informer. Comme ça, on prend la décision ensemble. On ne la prend pas pour elle. C'est vraiment ensemble. Puis des fois, je les encourage aussi à dire, hey, mais avec la perte de poids, les bonnes habitudes, on va rediminuer ton risque. Fait que peut-être que ça va rester une bonne option pour toi. Donc, c'est plein de choses dont on pense peut-être pas initialement, mais après ça, quand on prend le tableau dans l'ensemble, la balance peut changer. Puis si, par exemple, cette même patiente-là, 15 ans, obésité, type 2, puis diabète de type 2, puis qui fait des migraines sans aura, elle nous dit « Ah, j'ai oublié de vous dire qu'elle vapote. » Puis là, Emma a fait l'analyse, là, puis elle se rend compte qu'elle fume environ, parce qu'elle a essayé d'estimer avec les cartouches de nicotine, environ un paquet par jour là, de cigarettes environ. Est-ce que ça changerait votre La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne fume pas. Donc, il y a la pas bonne nouvelle, c'est ça. Elle ne fume pas, elle vapote. Donc, il n'y a pas tous les effets cancérigènes et risque de thromboembolie, tout ça, mais on ne le sait pas. Je pense on n'a pas assez de données avec le vapotage puis les contraceptifs. Est-ce que ça rajoute quelque chose dans ta décision de choisir un contraceptif? Encore, là, c'est intéressant. C'est comme, c'est sûr que dans notre population pédiatrique, même si c'était des vraies cigarettes, on n'a pas de contre-indication à prescrire des traitements hormonaux combinés. Par contre, encore là, c'est tout le temps l'addition de tous ces facteurs de risque-là. Puis le vapotage, effectivement, où est-ce que ça se situe? On n'a pas encore de données. Mais je reviendrai tout le temps à dire, est-ce qu'on peut aussi avoir une entrevue motivationnelle de dire est-ce qu'on peut diminuer quand même certains facteurs de risque? Là, je pense qu'ils ne se rendent pas compte des fois que le vapotage peut vraiment, comme ça, un paquet, c'est pas inédit, je crois. Là. En vapotant, c'est facile, c'est accessible, ça dérange pas trop. Donc, mais on le sait pas. Mais la dose est haute, des fois, sans qu'ils s'en rendent compte de nicotine. Il y a les autres effets indésirables qu'on pourrait évaluer. Hein. C'est très, très intéressant, les discussions qu'on a. Finalement, j'ai un dernier petit cas. C'est une adolescente de 14 ans.
Mais là, la mère, tu sais, la mère est dans le bureau, puis la mère dit qu'elle veut pas qu'elle prenne d'hormones, un peu comme pour ce dont on a tout parlé, là, un peu la peur des hormones, et cetera. Elle remet encore l'argument de la peur des cancers augmentés avec elle-même les hormones qu'elle prend pour sa ménopause. Fait qu'elle, sa progestérone. Mais là, elle reflète sa peur sur le progestatif. Fait que comment vous abordez une situation comme ça dans le bureau, par exemple? Fait que Elle a c'est 14 ans. effectivement, Voilà. exactement. Fait que, tu sais, Ouais. d'un point de vue de contraception, si on veut juste parler de comment on fait le counseling de contraception Ouais. avec les ados, fait qu'effectivement, à partir de 14 ans, on peut faire ce counseling-là sans les parents. Ce qui est difficile des fois d'exclure d'emblée le parent, c'est qu'en fait, la patiente va revenir à la maison puis elle va avoir quand même à répondre à sa mère un Ouais, peu, c'est tu sais. ça. Fait que des fois, Ouais. je l'aborde quand même, je donne les explications aux deux, et à la mère et à la patiente. J'essaie de rassurer, comme on a parlé, hein, tu sais, mais encore, tu sais, l'objectif après la ménopause des hormones est complètement différent que dans le fond chez une ado. Et après ça, les risques sont complètement différents. Donc, on essaie de vraiment, tu sais, de démystifier, de rassurer. Puis par la suite, ben, tu sais, des fois, on fait une entrevue quand même, tu sais, confidentielle avec la Ben patiente, oui. parce qu'en fait, à 14 ans, elle peut décider elle-même si elle veut utiliser un moyen de contraception ou pas. Elle n'a pas besoin de l'accord de ses parents. Mais des fois, après ça, c'est sûr que, bon, tu sais, quand ils vont les acheter, tout ça, il peut y avoir quand même, tu sais, d'un point de vue assurance, des Mais il faut fois... qu'elle le dise au pharmacien. Puis, C'est ça. après le payer, si elle est prête à le payer, ben, les parents ne seraient pas au courant. Ne seraient pas au courant. Puis Ouais, des c'est fois, ça. ben, tu sais, en clinique, on peut les aider avec ça, des fois, mais c'est ça. C'est vraiment important, tu sais, à la base, que, dans le fond, qu'elle-même fasse son choix. Puis c'est de rassurer, mais c'est quand même important de rassurer aussi la mère, hein? Tu sais, pas juste la patiente, parce Ben oui. qu'ils vont quand même beaucoup écouter leurs parents. Fait que c'est d'avoir vraiment... Puis c'est pour ça que ça prend pas 2 minutes, hein, ces rencontres-là. C'est vraiment assez long pour justement, tu sais, d'aborder les peurs, puis de voir c'est quoi les bénéfices aussi associés à tout ça, parce que souvent, la même mère veut quand même pas que sa fille tombe enceinte. Ben Fait oui, que- c'est ça. C'est ça. On a quand même des objectifs communs. Excellent, super. Ça fait vraiment un beau tour d'horizon sur la contraception hormonale. Est-ce que vous aviez un dernier mot à ajouter ou des messages clés que vous aimeriez que les auditeurs retiennent? Ben, Vas-y. ouais, c'est tout le temps. Ben, tu sais, je pense que ce qui est intéressant, tu sais, de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options de moyens de contraception. Puis c'est quand même rare qu'on n'en trouve pas un qui fit pour tout le monde, tu sais. Mais je pense que c'est d'avoir des bonnes discussions, de voir c'est quoi les objectifs, d'avoir les bonnes attentes. Moi, je parle tout le temps de dire, OK, voici les attentes pour pas que les gens soient surpris, par exemple, s'ils prennent un progestatif seul puis ils ont des segments imprévisibles. Donc, ils s'y attendent puis qu'ils savent que c'est pas dangereux. De faire des bons suivis pour justement pouvoir réajuster la contraception si jamais ça a besoin d'être réajusté. Puis, ben, en général, tu sais, je pense que les gens, ils sont très satisfaits tu sais, de ce qu'ils choisissent. Donc, voilà, on est quand même contents et choyés en 2025. Oui, mais puis en plus, tu es obstétricienne, gynécologue, mais maintenant, on a plusieurs personnes qui peuvent prescrire la contraception, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières, tout ça. Puis je pense qu'il faut des fois, c'est un peu de l'essai-erreur. Faut quand même le dire, qu'on peut choisir quelque chose, puis comme on a d'autres choix, on peut essayer de changer, puis aller avec les effets secondaires, les choix de la patiente, tout ça. Mais je pense que chaque professionnel doit se faire son petit coffre à outils pour savoir dans quelle situation il doit prescrire quelque chose à quelqu'un. Puis après, ben, ça peut changer. On peut... Des fois, on l'a pas du premier coup. C'est Hein? ça. C'est pas toi, tu as peut-être plus d'expérience. C'est un bon point, l'accessibilité. Effectivement, on parle du bon counseling, tout ça. En fait, l'accessibilité s'est améliorée dans les dernières années. Effectivement, plusieurs personnes peuvent la prescrire. Est-ce qu'il y a de l'amélioration qui devrait être encore faite? Oui, tout à fait, d'un point de vue aussi coût. Est-ce que il y a eu beaucoup de débats, ben, de travail fait pour que ça soit couvert par le gouvernement. On n'est pas encore là au Québec. Ben, dans certaines provinces, ils sont rendus là, comme en Colombie-Britannique. Mais effectivement, je pense que de continuer à travailler ensemble pour vraiment rendre l'accessibilité facile, c'est vraiment important. Ben, merci beaucoup. Ça conclut super bien notre épisode. Je mets dans les références là, plusieurs liens intéressants là, pour les auditeurs. Et donc, à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci, Émilie. Merci.